Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Décortique, l'endroit où on décortique les comédies musicales françaises et étrangères. Je tiens avant de commencer à dire que toutes les opinions exprimées dans cette critique sont les miennes, j'essaie de les argumenter un peu avec les 2-3 connaissances que j'ai en comédie musicale, mais je ne prétends pas avoir la science infuse et je serai enchantée d'avoir vos retours et de connaître vos avis dans les commentaires tant que ça reste poli et courtois. Avant toute chose, il faut absolument que je clarifie quelque chose. Je suis une grande passionnée de comédie musicale et j'aime un truc dès que ça chante et que ça danse un peu. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que cette comédie musicale m'obsède. Elle réussit plein de trucs, mais elle échoue sur des trucs fondamentaux qui m'énervent. J'ai envie d'aimer cette comédie musicale et je pense que si elle m'obsède autant, c'est parce que quelque part je l'aime. Mais il y a plein de choses que je n'aime pas. Bref, tout ça pour dire qu'on a le droit d'aimer des choses objectivement mauvaises et on peut rationaliser sans pour autant se départir de la fangirl en nous. Commençons sans plus attendre, c'est parti pour la légende du roi Arthur quand l'amour change le cours de l'histoire. Un titre beaucoup trop long que j'abrégerai dorénavant en guenièvre parce que flûte, pouvoir aux femmes. Non, en vrai, la légende du roi Arthur. La légende du roi Arthur, donc, est une comédie musicale sortie en 2015, produite et écrite par Dovatia, le big boss des comédies musicales françaises. Retenez ce nom, nous allons beaucoup en parler sur cette chaîne. Si ce nom vous parle, c'est parce qu'il a été jury de la Nouvelle Star pendant quelques années. On doit la mise en scène à Giuliano Peparini, one of the most talented artistic directors and choreographers in the world. C'est pas moi qui le dis, c'est son site. Regardez, si vous le reconnaissez, c'est parce qu'il a été juré de la France a un incroyable talent en 2014. C'est sa deuxième collaboration avec Dovatia après Les Amants de la Bastille en 2012. Très honnêtement, sa mise en scène est ce que je préfère dans la légende du roi Arthur, donc je veux bien dire qu'il est, sinon le plus talentueux, du moins très talentueux. De quoi parle cette comédie musicale ? Si vous vous êtes exclamé, la légende du roi Arthur, c'est un titre, attendez-vous à être surpris. Alors, je vous rassure, il y a bien le roi Arthur dans la comédie musicale, pas de souci là-dessus. Cependant, la réponse à cette question précisément est si peu évidente que c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo d'analyse. Donc accrochez-vous parce qu'on va passer 45 minutes à y répondre. Pourquoi est-ce si difficile d'y répondre ? Parce qu'identifier le protagoniste réel de cette comédie musicale est sans doute ce qu'il y a de plus difficile à faire. Et parce qu'une question autre hante mes nuits depuis mon premier visionnage. Pourquoi ça finit là ? Parce que si ça finit là, c'est que c'était ça le cœur de l'histoire, mais si c'était ça le cœur de l'histoire, alors pourquoi j'ai l'impression d'être passé à côté ? Et c'est pour répondre à toutes ces questions qu'on est là aujourd'hui. Pour commencer, sachez que je vous ai un peu menti. Dovatia n'a pas écrit cette comédie musicale tout seul. Il a écrit le livret. Qu'est-ce qu'un livret ? Demande mon chouchou du premier rang qui suit, lui. Eh bien, un livret, Léopold, oui, il s'appelle Léopold, c'est les grandes lignes d'une comédie musicale. C'est le lien entre les chansons, c'est les indications qui permettent aux autres auteurs et compositeurs de savoir qui doit avoir une chanson, à quel moment et de quoi elle parle. L'auteur du livret va parfois donner une phrase clé. Je veux que le refrain de telle chanson ait comme phrase « tu vas le payer » et les auteurs se débrouillent à partir de là, ou ça peut être plus précis orienté, parfois jusqu'à l'écriture complète d'une chanson qui sera réarrangée par la suite. Donc ça veut dire que l'histoire globale est dirigée par Dovatia. Mais les chansons, elles ont été écrites dans leur quasi-totalité par Zao, que vous connaissez peut-être pour ça. Ou ça. J'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se parle et qu'apparaisse en plein jour dans le ciel 1 milliard d'étoiles pour que je fasse un vœu. Je suis désolée pour cette vague soudaine et inattendue d'année 2000. C'est seulement après qu'elle ait terminé d'avoir écrit les chansons qu'on lui proposera de jouer le rôle de la fée Morgane dans la troupe. Donc non, elle n'a pas écrit le rôle avec en tête le fait que ce serait elle sur scène. Du travail de Zao et de l'équipe d'écriture sortira un album studio en 2015 avec 14 titres. L'album intégral du spectacle sortira 5 mois plus tard et comprendra 29 titres. Et c'est le bazar, regardez-moi ça, les chansons ne sont pas du tout dans l'ordre, qui fait ça? Comment je suis censée suivre l'histoire si la chanson finale arrive en numéro 2 du premier album? C'est criminel. Mais surtout, lorsque le spectacle sort, que découvre-t-on?
Promis, c'est juré, chanson initialement prévue pour le rappel, a disparu. Idem pour Tant de haine et Le monde est parfait. Qu'il me traite d'idiot est devenu L'amour qu'a l'idiot. Le duo Dor Morgane Dor est devenu un solo. Bref, ils ont passé beaucoup de temps à travailler et retravailler le spectacle et les chansons pour en faire en sorte que ça fonctionne. Et cela explique l'apparente désorganisation de l'album. Un truc qui diffère entre les comédies musicales françaises et les comédies musicales américaines, c'est la notion de chorcast et de choir. Aux USA, et par effet de copitage en Allemagne et en Angleterre, toute personne présente sur scène chante et danse. Il y a une différence de statut, entendez salaire, entre les personnes qui jouent un personnage récurrent dans la pièce et les autres, mais tout le monde chante, tout le monde danse et tout le monde est présent dans l'album. Même si vous jouez à un moment donné un personnage nommé qui a un solo, vous pouvez n'être qu'un membre de la troupe. En France, on aime bien que chacun reste à sa place, donc on a les chanteurs d'un côté, les danseurs de l'autre et les comédiens au milieu, qui sont bien souvent les doublures des chanteurs principaux. Par exemple, l'actrice qui interprétait Ninon dans Le Roi Soleil, Lydia de Juniac, était la doublure de Madame de Montespan. Les comédiens jouent des rôles qui n'ont pas le droit à une vraie chanson. Les chœurs dans les chansons sont assurés par le playback. Les danseurs ne sont pas équipés de micro, ils font simplement semblant. Je sais, le choc. Là, il fait semblant, le monsieur. Aux USA, toute la troupe est équipée de micros et vous devez assurer les chœurs quoi qu'il arrive. En vrai, ceux qui ont les danses les plus difficiles et exigeantes sont souvent un backup en coulisses et des chœurs sont assurés en arrière-scène, mais vous comprenez l'idée. En France, les chœurs sont pratiquement toujours du 100% playback, de même que l'orchestre. Et pour avoir expérimenté les deux en vrai, je vous assure que les chœurs en playback, c'est pas foufou par rapport au 100% live. Pourquoi ce n'est pas le cas en France ? Parce que la France n'aime pas les comédies musicales. Ou plutôt, ça ne fait pas du tout partie de notre culture, et par conséquent, nous n'avons pas d'école ni de formation dédiée. Aux USA, s'ils peuvent se permettre de réclamer un tel niveau de chacun des membres du cast, c'est parce qu'ils ont largement le choix. Il y a plus de personnes ultra performantes que de demandes, et donc le niveau d'exigence peut se permettre d'être ultra élevé. En France, ce n'est pas le cas, donc la tradition veut qu'on caste des chanteurs professionnels dans les rôles principaux, parce que l'important, ce sont les chansons que le public entendra à la radio, des comédiens qui savent chanter correctement dans les rôles secondaires pour servir de doublure au cas où, et de purs danseurs pour les figurants. Bref, tout ça pour dire qu'on a beau avoir du monde sur scène dans la légende du roi Arthur, on n'a que 6 personnages. C'est pas beaucoup, ce n'est pas trop. Pour qu'on s'y retrouve, je vous mets les acteurs à côté de leur rôle dans Kaamelott. Nous avons donc le roi Arthur, interprété par Florent Mott, celui qui veut assassiner Mozart dans l'opéra rock Idoine. Zao, donc, qui interprète la fée Morgane, Camille Lou joue la reine Guenièvre. Moi, une fois, j'ai pissé par la fenêtre. Fabien Cardona Méliagan et enfin Charlie Boisseau chante le rôle de Lancelot. Il y a aussi bien sûr Merlin, interprété par David Alexis, qui fait de la magie. Waouh, vous avez vu, là, il est là, et là... il est plus là, magie. Gauvin, Urien et Kay, le demi-frère comique du roi Arthur, apparaissent également. Léa a également un rôle important dans l'histoire. Non, pas celle-là. Celle-là, oui, parce qu'elle n'apparaît pas dans la légende telle qu'on la connaît, mais elle est là, et c'est la copine de la fée Morgane. La légende est un peu avare en termes de perso féminin, faut les comprendre. Cependant, ces rôles-là ne remplissent que des rôles fonctions. S'ils étaient importants, ils chanteraient, c'est la règle. Ce qui signifie que si on veut répondre à notre question initiale, qui est le protagoniste de cette histoire, il faut se concentrer sur les rôles qui chantent, leurs aspirations, leurs questionnements, leurs évolutions, leurs interactions. Nous sommes ici pour analyser la pièce telle qu'elle apparaît dans la version DVD à laquelle j'ai eu accès. Je n'ai pas vu la version sur scène et c'est la seule sur laquelle je peux me prononcer. Je ne parlerai donc pas des chansons supprimées, sauf pour dire que c'est une bonne chose qu'elles ne soient plus là, ou des chansons qui ont été réécrites, je ne veux parler que du produit final. Je vais essayer de garder au maximum mes analyses pour après le résumé, donc vous verrez apparaître des notes au cours du visionnage et nous y reviendrons plus tard.
Donc, quelle est l'histoire de la légende du roi Arthur ? Attends, alors d'abord, transition dragon 3D, parce que pourquoi pas, Merlin apparaît dans le public et commence l'exposition, il discute avec un très grand monsieur avec une grosse voix, le père des Celtes, le dragon. Ah d'accord, c'était donc pour ça. Tout va donc tourner autour de la tromperie d'Uther Pendragon à laquelle Merlin a participé. Pour résumer, parce que c'est important pour l'histoire, avec l'aide de Merlin, Uther a pris les traits d'un autre homme pour engrosser la femme du dit homme, dont il était amoureux. Notez les guillemets. Merlin doit expier en retrouvant le fils de cette union illégitime et en faire le roi des Bretons. Logique. C'est parti pour le tournoi Excalibur à base de capoeira. Je kiffe cette idée, très sincèrement. Ce petit côté tribal pour des combats pré-chrétiens. Mouah. Passons très vite sur la dimension gênante de confondre breton et brésilien pour retrouver Arthur. Nous le retrouvons au début de la pièce, écuyer mal aimé et maladroit de son frère Kay, chevalier désargenté, ce qui est mis en scène par le pire costume de l'histoire des costumes. Le pauvre, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Kay ? Arthur a paumé l'épée de son frère dans la forêt, il essaie d'en voler une, quel homme juste et intègre. Merlin apparaît pour lui dire de prendre l'épée plantée dans le rocher, il la sort, bam, il est roi. Mais Méléagant, qui a remporté le tournoi de chevalier et qui devait permettre d'avoir le droit de décrocher l'épée, est pas content. Regardez, il se met à chanter pour dire à quel point il est pas content. Le soleil se lève, on vient d'assassiner mes rêves. On retrouve ensuite Arthur qui se bat avec Gauvin à l'épée. Ils sont copains, mais Arthur a du mal à assumer son tout nouveau rôle de monarque. Il vient d'apprendre qu'il n'est pas le fils de qui il pensait. Arthur est un peu perturbé et se demande donc « Qui suis-je ?» dans la chanson du même nom. Merlin lui révèle sa destinée liée au Graal. Sur ce, un messager vient l'avertir que Méléagant a pris d'assaut le château de son allié Léodagan. On découvre qu'Arthur est un homme bon qui tient à ce que cet homme soit bien traité. Il décide de porter secours immédiatement à Léodagan, mais il n'a pas d'armée. Ses chevaliers et Merlin lui rappellent qu'ils sont là. Qu'ai-je entendu ? La supplique d'un enfant peureux ? Ou l'appel d'un roi à son conseiller ? Tiens, en voilà une bonne caractérisation de personnage qui laisse entrevoir un développement intéressant. Nous y reviendrons. Gardez juste cette réplique en tête. Bref, ils foncent se battre au château de Léodagan, et donc Arthur et Méléagant s'affrontent à l'épée. Méléagant lui est clairement supérieur, mais Arthur est plus déterminé et l'emporte. Comme Arthur est un mec sympa avec un gros syndrome de l'imposteur, il demande à Méléagant de l'anoblir afin qu'il puisse devenir roi. Évidemment, Mister « Je suis trop dark » s'y oppose. C'est là qu'apparaît Guenièvre. Méléagant, en la voyant, finit par plier à condition qu'elle l'épouse, car il ne renoncera jamais à elle. Arthur a été blessé durant le combat, et Guenièvre se porte volontaire pour le soigner. Guenièvre chante alors qu'elle souhaite être libre de sa promesse de mariage envers Méléagant. Clairement, Méléagant, c'est le râteau pour toi. Dommage que tu sois pas là pour l'entendre. Conformément à la légende, Arthur et Guenièvre tombent instantanément amoureux et Merlin tente de les séparer. Mais Y a quelque chose de magique entre toi et moi. on apprend qu'Arthur a traversé plein de trucs, renié ses dieux. Quand ? Comment ? Et apparemment, Guenièvre connaît la suite de l'histoire parce qu'elle a déjà vu une fée maléfique dans ses rêves qu'on n'a pas encore rencontrée, et aussi qu'ils finiraient heureux ensemble. Ok, on peut avoir des explications ? Hop, pas le temps, il faut qu'on le retourne à Méléagant qui a le seum. Non, mais il veut passer du côté lumineux de la force. Attends, non, il veut se venger. Un nouveau départ pour entrer dans la lumière, viser la victoire et devenir légendaire. Bref, c'est son nouveau départ, il y a des gobelins qui dansent derrière, il est déguisé en corbeau, donc je suppose que malgré les paroles ultra positives, ce qu'il veut c'est un truc maléfique. Guenièvre arrive à Camelot et raconte qu'elle n'a qu'une hâte, c'est de baiser. Je suppose que c'est ce qu'il faut comprendre ici. Tant de fois je t'ai fait l'amour sans te connaître. Je n'avais Et là, et je deviendrai reine au jeu des voluptés. Emporte-moi dans les frissons jusqu'à la fièvre, pour pouvoir enfin à jamais te posséder. et
avec sa référence au diable, qui n'a aucun sens dans le contexte de la pièce, vu qu'ils ont bien insisté sur le fait qu'ils étaient dans un contexte païen, en faisant référence aux dieux celtes dans pratiquement chaque chanson depuis le début. Et ils continueront de le faire après, donc bon. Elle mord la vie ad vitam aeternam, donc une locution biblique, puis elle mime le fait de croquer dans une pomme, donc référence explicite à Ève, la femme pécheresse et adultère, qui se fait séduire par le serpent. Voilà. Après cet interlude hautement suggestif, Guenièvre est accueillie par Arthur qui tient un banquet en son honneur. Une troupe de comédiens fait son entrée. Une femme masquée propose de conter une histoire d'amour malheureuse et impose que Guenièvre joue dans la pièce. Commence alors la meilleure chanson de la pièce, à l'enfant. Zhao en livre une performance incroyable et la chanson accomplit son objectif, raconter l'histoire de la fée Morgane en empathie avec elle et en décrivant toute l'horreur de son passé. Un homme est venu coucher avec sa mère sous les traits de son père, mais en fait c'était un masque, elle l'a vu mais n'a rien pu faire. On a toutes les infos, tout est clair, et Guenièvre incarne alors la femme trompée et adultère à la fois, un excellent foreshadowing. Le roi obstiné ordonna à son conseiller de trouver une ruse pour un jour la posséder. Un enfant qui a vu ce qu'il n'aurait jamais dû, qui a ainsi perdu son insouciance. Arthur découvre alors avec horreur son propre passé. Il se montre violent dans son déni avant que Merlin n'intervienne pour avouer que cette histoire est totalement vraie. Arthur ne le veut pas, mais il finit par accepter Morgane à la cour suite à la demande explicite de Guenièvre. Morgane offre Leia à Guenièvre pour la remercier et on comprend à ce sourire maléfique que c'est un piège. Morgane a alors un solo où elle explique qu'elle est là pour se venger, qu'Arthur va payer pour ce qu'il lui a fait. Hein ? Il t'a fait quoi ? C'est à son père que t'en veux ? Et tu veux faire payer le fils ? Ok, je suis d'accord avec ça, you go girl, mais dis pas que tu lui en veux personnellement, du coup. Elle reproduit alors à l'identique le complot contre sa mère et couche avec son frère sous les traits de Guenièvre. Alors qu'Arthur pense passer sa première nuit avec sa fiancée, qui lui a dit dans la chanson juste avant à quel point elle était chaude, donc Arthur est totalement innocent dans cette histoire, voire victime de viol. Je l'ai dit, c'est posé. On passe à autre chose. Donc, Morgane nous annonce qu'elle est d'ores et déjà enceinte de Mordred, leur fils, qui chassera Arthur de son trône. Arthur en veut à Morgane et souhaite la faire assassiner pour ne pas qu'elle accouche d'un enfant dont il ne veut pas. Quel homme juste et intègre. Merlin lui explique qu'il n'est responsable de rien, ni lui non plus d'ailleurs, puisque c'était son destin. Ton vrai combat, c'est celui contre la douleur de ton peuple. Ton peuple qui lutte et qui meurt jour après jour contre les Saxons. Un homme du peuple chante alors la détresse du peuple, à laquelle Arthur est apparemment insensible. Ou alors, il faut comprendre que c'est là le cœur de la légende arthurienne, la baston avec les Saxons et la paix qui en résultera. Donc il faut en comprendre que le focus sur les relations entre Méléagant, Arthur, Guenièvre et Morgane est hors sujet, vu que c'est pas ça l'important pour Arthur. Ok, donc là-dessus, Arthur annonce la création de la table ronde, Merlin rappelle la quête du Graal, Arthur prononce alors son serment, il devra mourir pour le bien du royaume. Et que son peuple lui pardonne un jour d'avoir tardé à faire ce serment. Ok, donc on a bien compris, hein, l'important c'est son rôle de roi. Tout le monde oublie le truc super grave que le personnage principal vient de subir, on passe à autre chose, maintenant l'important c'est la politique, hein. C'est vraiment ça que la chanson elle dit. Je le jure devant tous les hommes de mourir pour le bien du royaume. Scène suivante, apparition de Lance le Boisseau dans l'eau au milieu de la cour de Guenièvre. Il vient rejoindre la table ronde. Il jure immédiatement son amour éternel à Guenièvre, sans savoir qui elle est, jure qu'il tuera l'homme qu'il a déjà réclamé, après avoir juré sa fidélité au roi. Lol. Guenièvre trouve ça mignon, il raconte immédiatement tous les deux ça à Arthur qui trouve ça aussi mignon, et propose à Guenièvre d'adouber elle-même Lance le pichet d'eau. Trio, Arthur chante son amour indéfectible pour elle, Guenièvre réalise alors que ses vœux de fidélité vont être mis à rude épreuve et qu'elle ne peut le faire aussi sincèrement qu'elle le pensait. Boisson H2O chante sa douleur d'être amoureux d'une femme presque mariée, c'est la fin de l'acte 1,
Donc ça veut dire que la question de la trahison amoureuse va être au centre du truc. Donc si on résume, Arthur a juré d'être au service de son peuple, il demande à sa femme et son premier chevalier de faire le même serment avec la même sincérité, et les deux ne le peuvent pas. C'est triste, et c'est un dilemme intéressant. On oublie le viol, je vous dis. Je te promets tous les jours de ma vie sans un regret. Peux-tu me jurer un amour infini à jamais? Je ne veux pas mentir, je ne veux pas trahir, et même le penser, jure-le-moi. Commence alors la deuxième meilleure chanson de la pièce dans l'acte 2. Après l'interlude, Dors, Morgane, dors. Zao en livre une performance incroyable et la chanson accomplit son objectif, raconter l'histoire de la fée Morgane en empathie avec elle en décrivant toute l'horreur de son passé. Un homme est venu coucher avec sa mère sous les traits de son père, mais en fait c'était un masque, elle l'a vu mais n'a rien pu faire. Elle raconte à la manière d'une enfant et rend la chose extrêmement présente. Morgane est prisonnière de son passé, elle ne renoncera pas à sa vengeance. J'ai l'impression de me répéter, non ? Bref, l'intervention de Merlin, qui lui demande de renoncer, est donc inutile. Morgane lui révèle qu'elle sait que Guenièvre et Lance un bâton à l'eau sont amoureux et qu'elle va tout faire pour les encourager à la faute, histoire qu'Arthur en souffre. Morgane a alors un solo où elle explique qu'elle est là pour se venger, qu'Arthur va payer pour les erreurs de son père. J'ai l'impression de radoter. Bref, elle chante par-dessus la cérémonie de mariage, ce qui explique que son ombre va planer sur le mariage d'Arthur et Guenièvre, ce sur quoi appuie la mise en scène. Chanson suivante, Épée dans l'eau vient se mettre littéralement au milieu du couple, c'est la chanson de l'incel ultime, je mourrai pour elle même si c'est mort, Leia pique la cape de Lancelot et on sait qu'elle va s'en servir contre lui. Arthur est vainqueur des guerres contre les Saxons et annonce à ses chevaliers qu'ils doivent partir en quête du Graal. Et comme seul un cœur pur peut le découvrir, il met tous ses espoirs en son rival amoureux. Pas de chance! D'ailleurs, cette préférence marquée pour le chevalier blanc rend le chevalier Uriel très jaloux. Arthur a alors un solo où il nous dit qu'il a fait pas mal de conneries ces derniers temps, mais c'est fini, maintenant il se relève. Pour toi? Pour moi? Pour qui? J'ai pas compris, répète un peu. Je laisse la bannière et la croix, je me relève pour toi. La bannière et la croix. Il dit qu'il laisse tomber son pays, la bannière, et la croix, sa religion. Quoi? Donc pour une raison inconnue, il abandonne tout pour... quoi faire? J'ai pas compris. Pourquoi il dit ça à ses chevaliers en plus? Bref, Morgane offre un cadeau à Guenièvre, des anneaux d'amour éternel. Guenièvre se demande alors à qui les offrir, vu qu'elle aime 2 hommes. Mais le piège est bien ficelé. Lance-moi de l'eau, j'ai chaud arrive et lui annonce qu'il part en quête au nom d'Arthur. Ils chantent alors leur désespoir de devoir faire semblant de ne pas s'aimer par serment et par fidélité envers Arthur. J'adore cette chanson. Guenièvre craque et donne alors l'anneau à Lancelot comme le poisson, car c'est le seul moyen qu'elle a de lui manifester clairement mais discrètement son amour. Scène suivante, Méléagant va voir Morgane et ils dessinent ensemble leur plan final pour faire en sorte qu'Arthur perde tout. Méléagant va se faire passer pour Lancelot grâce à sa cape, capturer Guenièvre, Arthur va alors tenter de venir la libérer, Méléagant tuera Arthur, récupérera son trône et sa femme, bam, simple et efficace. Il se jure ensuite allégeance en chanson. Méléagant donne son âme à Morgane en échange de ses pouvoirs magiques. Soumets-toi et je serai ton arme. Je te fais allégeance en te donnant mon âme. La chanson est géniale et parfaitement explicite, quel bonheur. Petite parenthèse, ceci est le seul endroit où je peux le dire, mais vraiment la danseuse qui interprète Leia, Tamara Fernando, est à couper le souffle et un bonheur à voir évoluer. Scène suivante, Merlin fait ses adieux à Arthur parce que sa mission sur Terre est accomplie. Il lui rappelle que ses amis, les dieux de la forêt, continuent de l'accompagner et que s'il crie assez fort, il répondra. On retrouve Leia et Guenièvre alors que le plan se met en place. Méléagant débarque déguisé. Guenièvre le démasque du fait qu'il ne porte pas l'anneau, et on a alors pour notre plus grand bonheur, mesdames et messieurs, la plus grande réplique parlée de l'histoire de la comédie musicale française. Hélas, non. Je pense qu'on a atteint un horizon indépassable.
Bref, Leia annonce que Guenièvre a été capturée. Morgane déclare alors que seul Lancelot peut la retrouver et la délivrer des griffes de Méléagant et ses ombres. On retrouve donc Lancelot perdu dans un marais qui rencontre une figure imposante qui traîne un radeau derrière elle et une réinterprétation de lui dans Star Wars. Je pense à ce niveau-là que le choix comme prénom de Leia n'était pas du tout innocent. Cette figure étrange explique alors que Guenièvre a été capturée et que seul Lancelot peut lui sauver la vie à condition de monter dans sa charrette. Sauf que cette charrette a le pouvoir de damner son âme pour l'éternité et il ne pourra alors plus partir en quête du Graal comme Arthur le lui a demandé. Il monte immédiatement dans la charrette, puis il chante son dilemme, monter dans la charrette ou non. Il fait son choix pendant la chanson d'après les paroles, mais la mise en scène l'a déjà placé sur la charrette. Du coup, ça donne l'impression d'une chanson un peu inutile. En termes de mise en scène, ce tableau aurait été mon préféré de la pièce s'il n'y avait pas eu cette erreur fondamentale de le placer sur la charrette avant qu'il ne commence à chanter. Et aussi, pourquoi il chante en anglais ? On retrouve Méléagant et Guenièvre qui s'engueulent en chanson. Méléagant veut que Guenièvre lui appartienne, mais mon gars, c'est pas comme ça que ça marche, tente de lui expliquer Guenièvre, enchaînée et enfermée dans une cage. Les relations humaines, c'est vraiment pas simple. Jette l'eau à la rescousse! C'est l'heure de la baston entre la Quéquette blanche et la Quéquette noire. Méléagant meurt et il nous fait une Voldemort, parce qu'en fait, il était déjà mort. Il a vendu son âme à Morgane pour accomplir sa vengeance, souvenez-vous. Guenièvre se jette dans les bras de son sauveur et ils décident ensemble, en chanson, de ne plus se cacher. Arthur arrive et est tout content pendant que les autres continuent de chanter. Après une gigue celte, le rappel que c'est une histoire bretonne, Morgane révèle à son petit frère le coup des anneaux jumeaux et que Guenièvre et Lance-Bébé avec l'eau du bain sont amants. Arthur menace de tuer la femme qui a l'audace de lui révéler la vérité. Rappelle que c'est sa demi-sœur et son amante, quel homme juste et intègre. Commence alors le single du spectacle, Mon combat, Tiernan Bello. Cette chanson met en scène une dispute entre Arthur, qui en a marre de Morgane, et Morgane qui réitère encore son désir de vengeance. Après cela, Arthur et Guenièvre discutent enfin de leurs sentiments. Si vous avez suivi, on ne les a pas vus ensemble depuis la fin de l'acte 1. Arthur appelle Merlin à l'aide, qui chante alors qu'il n'est plus capable d'intervenir, et donc que c'est foutu, c'était leur destinée. Le plan de Morgane de révéler la tromperie à Arthur se met en place en musique, la mise en scène est tellement géniale. Gauvin tente d'intercepter Lancelot pour empêcher qu'Arthur découvre tout. Lancelot est une tête de mule. Uriel, le chevalier jaloux, et Morgane se cachent dans le public pour assister à la scène de retrouvailles entre les amants. Arthur, lui, se cache derrière le rideau. Les amants sont découverts et Arthur est sommé par Urien de les condamner à la mort. Parce qu'il n'y a qu'une justice. Sauf que Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. Arthur s'y oppose et reprend l'air du serment, celui qu'il faisait à son pays, pour déclarer son amour brûlant à Guenièvre et son désir de pouvoir lui pardonner un jour, et tente de se blâmer, lui, pour son infidélité à elle. Je crois que c'est de ma faute si ce soir elle dort auprès d'un autre. Il lui sauve la vie et la laisse partir avec Lancelot, conformément à la légende. Il passe outre la loi divine et pardonne en tant que simple homme qui n'est pas parfait. Rideau. Attends quoi? Et le royaume de Bretagne? Et Mordred? Et Perceval? La quête du Graal? Et Kier? Lol. Bon, c'est quoi le problème? La légende du roi Arthur est une histoire qu'on raconte en boucle depuis 2 millénaires. Un petit peu moins que ça, mais presque. Ce qui signifie qu'il y a eu beaucoup de modifications à l'histoire, beaucoup de choses qui ont été ajoutées qui n'y étaient pas à la base. On a donc un problème pour situer où se passe la légende du roi Arthur. Est-ce que ça se passe en Grande-Bretagne ou en Petite-Bretagne ou à cheval entre les deux? La forêt de Brocéliande et la forêt de Merlin. Guenièvre vient cependant de Carmélide, donc de Grande-Bretagne, et personne ne sait véritablement situer Camelot. Le fait que Guenièvre arrive en bateau à Camelot est le signal qu'ils ont décidé de placer Camelot en France, comme l'aiment à le faire les Français. Notamment depuis que Chrétien de Troyes a très fortement à la fois francisé
l'histoire originelle et christianiser l'histoire originelle. Alors, en quoi il a francisé l'histoire? Il a totalement de A à Z créé le personnage de Lancelot, un personnage français qui est carrément plus fort que Arthur, à tel point qu'il lui pique sa femme et que c'est lui qui devait trouver le Graal à la base. En termes de bonjour les Anglais, on est plus fort que vous, chrétiens de Troyes, ça se place là. L'affection entre nos deux peuples est véritablement multiséculaire. Long live the Queen, enfin, le King. Et d'autre part, il a christianisé l'œuvre, c'est-à-dire que ce qui était au départ une histoire extrêmement païenne, ce à quoi la pièce qu'on regarde actuellement fait référence à plein de moments, a été par la suite christianisé. Le Graal qui recueille le sang de Jésus, c'est un truc que Chrétien de Troyes a transformé pour que ça soit plus proche des mythologies que les gens avaient en tête à l'époque. Mais ça ne veut pas dire que l'histoire arthurienne à la base est véritablement chrétienne. Et j'aurais aimé que la pièce fasse un véritable choix entre les deux. Le problème, c'est qu'on a plein de chansons où ça se passe dans un contexte païen, Fils du Dieu céleste. Plein de chansons où ça se passe dans un contexte chrétien. Et j'aurais aimé qu'il fasse une démarcation un poil plus claire parce que là c'est vraiment au milieu et ça fait pas de choix et ça m'attriste. Et j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus païen parce que Angus, c'est classe comme nom de Dieu, putain, tu peux l'utiliser, tu l'as utilisé une fois, utilise-le plein de fois, c'est trop cool. Bref, tout ça pour dire, Lancelot, qui, ici dans cette pièce, chante en anglais, et il est le seul dans ce cas, j'aimerais que ce soit un clin d'œil conscient à cette histoire multiséculaire de Lancelot, le français, qui vient foutre la merde en Angleterre. Ou alors, ils se sont juste dit que ça ferait plus jeune, c'est dynamique de dire wake up plutôt que réveille-toi. Soyons charitables et optons pour la première solution. Regarde-moi, ne m'en veux pas de désirer jusqu'au délit. Délivre-moi, ne vois-tu pas le flot des tourments qui mènent nos corps à la dérive dans un océan de larmes. En vrai, j'adore cette chanson. Chacun essaie de raisonner l'autre, sauf que l'un est en délire et n'a plus aucune logique. J'aurais juste aimé qu'ils ne chantent pas le refrain ensemble et ne sonnent pas aussi bien ensemble. C'est pour moi une occasion ratée de signaler dans la musique le désaccord fondamental des personnages qui se manifeste si bien dans les paroles. Comment mettre en scène un désaccord en musique ? Pour répondre à cette question, tournons-nous vers la meilleure comédie musicale de tous les temps, Hamilton. Alexander Hamilton. Je sais, c'est pas sympa, mais passons. Dans Hamilton, donc, on fait la connaissance dans l'acte 2 de Philip Hamilton, le fils du héros éponyme. Il a le temps d'une chanson en duo avec sa mère pour présenter ses traits de caractère, et il le fait par la musique. Je résume, Elisabeth enseigne à son fils Philippe à jouer du piano, et lui apprend le français par la même occasion. Elle lui demande de chanter 9 d'une façon simple, mais Philippe n'en fait qu'à sa tête. Il est brillant et veut le montrer, il chante donc le 9 sur une note plus difficile à atteindre. Sa mère a beau insister, rien n'y fait, et la chanson se termine sur eux qui chantent la note du 9 en désaccord musical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Que malgré une complicité évidente entre les deux, Philippe est un enfant brillant mais têtu qui n'écoute pas sa mère. Devinez quels traits de caractère vont le mener à sa perte ? Mom, I'm so sorry for forgetting what you taught me. My son, we played piano. Ce personnage qu'on découvre est présenté en 1 minute de chanson et on saisit sa personnalité à travers la musique sans même qu'il parle de lui et de ses sentiments sans un seul solo de sa part. Pour en revenir au duo entre Méléagant et Guenièvre, je pense que la chanson aurait été encore plus puissante s'ils avaient échoué à s'accorder en chanson plus tôt dans la comédie musicale, quand on découvre le couple qu'ils forment. Plutôt qu'avoir un simple solo de Guenièvre qui nous dit vouloir être libre, il aurait été plus palpitant de voir Méléagant tenter de l'enfermer en chanson dans son amour unilatéral et elle se débattre de manière encore naïve à ce moment-là. Nous présenter un couple dysfonctionnel qui justifie le fait qu'elle se jette dans les bras du premier mec bien qui passe pour le regretter ensuite. Puis faire que ce même air revienne à la fin où cette fois-ci ils s'accordent dans leur désaccord et leur impossibilité de s'entendre.
Surtout, ça permettait de virer le premier solo de Méléagant qui arrive bien trop tôt et de le présenter en tant qu'antagoniste de Guenièvre et d'Arthur à cet instant-là. Ce qui aurait été un message bien plus fort et aurait amplifié le drame de la tromperie plus tard avec Lancelot et souligné l'importance du trio de fin de l'acte 1. C'est pour moi une occasion manquée de faire que la comédie musicale raconte une histoire à sa manière particulière, d'une façon impossible à retranscrire dans un autre médium. Et c'est un reproche que je ferai souvent aux pièces de Dovazia. Les chansons sont l'attraction, mais elles sont bizarrement accessoires. Si on les retire, on ne rate rien de l'histoire racontée. C'est parce que le système économique tout entier de ces comédies musicales repose sur les singles qui vont passer à la radio. Le problème, c'est que si ce sont des chansons qui dépendent trop fort d'un contexte, les gens lambda qui ne savent pas que ça vient d'une comédie musicale ne vont rien y comprendre. Il faut donc absolument des chansons suffisamment vagues pour être écoutées à la radio entre un titre de Beyoncé et un autre de Christophe Maé, mais quand même pertinentes pour la pièce. D'où l'impression de flou qui ressort de ces chansons, alors même qu'elles sont au cœur de l'expérience narrative de la pièce. Retirez le duo Philippe et Liza dans Hamilton et vous manquez une caractérisation de personnage essentielle à l'histoire de la pièce. Retirez Mon combat et vous ne ratez aucune information essentielle qui n'a pas déjà été apportée par des dialogues. Ici va mon combat tient la BO. Nous voilà dévoilés, faut tout laisser aller. Dam dali dam dali dam dali dadou. En parlant de Mon combat Tiernan BO, l'alchimie entre les acteurs est évidente, la chanson est vraiment sympa, et en breton, alors bon, pour l'alchimie, les acteurs en question sont mariés au moment de l'enregistrement, donc ceci explique cela. Par contre, la chanson n'a rien à faire là, à ce moment du spectacle. Il n'y a pas de raison qu'ils se disputent encore sur ces sujets à ce stade de l'histoire. Morgane répète simplement à nouveau que rien ne la fera dévier de sa vengeance, qui est déjà accomplie, ou presque, qui a l'intérêt de le redire à ce moment-là. Ce duo est emblématique de mon problème avec Morgane. Morgane a des chansons géniales, et je savoure chaque seconde où elle est sur scène, mais ces chansons n'avancent pas l'histoire, elles ne font que répéter en boucle son inflexibilité. C'est quelque part en soi une idée intéressante, on aimerait la voir grandir, la voir changer pendant la comédie musicale, mais la tragédie de son personnage est justement qu'elle n'évolue jamais et ressasse sans cesse les mêmes histoires. Le problème, c'est qu'elle a 4 solos qui lui sont dédiés, au détriment d'Arthur, qui est censé être le cœur de l'histoire et qu'on connaît au final assez mal. Tu vas le payer, cher. Tu ne feras plus de peau. Cette chanson n'est pas une chanson de Morgane, c'est une chanson de Zao. Point. Morgane qui dit « chais », ça me paraît très étrange, et en plus de ça, elle a véritablement l'air d'être en train de parler à son ex. Quand je balançais entre amour et haine, prétends c'est tout à zéro. Ce que Arthur n'est absolument pas. Donc, cette chanson n'a rien à faire dans la comédie musicale. Je suis désolée, elle est très bien, j'adore Zao, mais la chanson ici est hors sujet. Qu'ai-je entendu? La supplique d'un enfant peureux? Ou l'appel d'un roi à son conseiller? Cette réplique ne revient plus jamais dans la pièce. Il n'y a jamais aucun moment où on sent qu'Arthur est devenu un homme adulte et pleinement roi. C'est vraiment dommage car c'était ça pour moi l'enjeu de la pièce et l'acte 1 a très bien su le mettre en scène. On le voit doucement grandir et s'affirmer. Mais comme il disparaît de l'acte 2 pour ne revenir qu'avec une chanson hors contexte puis une chanson pour affirmer qu'il n'est qu'un homme, cet enjeu entre le roi et l'homme n'est plus jamais abordé. Ou peut-être que si. Je laisse la bannière et la croix. Je me relève pour toi. C'est quoi cette chanson? Pourquoi? Je la comprends pas. Pourquoi ai-je l'impression qu'elle tombe comme un cheveu sur la soupe et qu'elle n'accomplit rien du point de vue narratif? Après de nombreux visionnages et mûres réflexions, je pense avoir résolu le mystère. Mais il est possible que je me trompe, donc ne me prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Ce que je suppose qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il s'est tellement consacré à devenir un bon roi, ce qu'on nous dit qu'il est devenu, notamment à travers la mise en scène avec les chevaliers, qu'il en a négligé d'être un bon mari envers sa femme. Il aurait apparemment négligé activement Guenièvre. Il comprend son erreur et décide de se relever, de laisser la bannière, son pays, et la croix, sa quête, pour enfin se consacrer à elle. Le problème avec ça, c'est qu'on ne l'a jamais vu dans la pièce la négliger volontairement.
De notre point de vue, ils se sont mariés, Guenièvre est immédiatement tombé dans les bras de Lancelot, et le lendemain, Arthur découvre qu'il est cocu et s'en veut. Donc cette chanson ne marche pas à plusieurs égards, elle manque de setup. Il aurait fallu au moins une chanson où Guenièvre tente de passer du temps avec lui, mais il est trop occupé et la laisse seule. Du coup, elle se met à rêver à son autre prince charmant. Et surtout, il faudrait que cette chanson soit très clairement adressée à Guenièvre dans la mise en scène. Qu'elle entende ce message, réalise l'ampleur de son erreur, mais qu'elle fasse malgré cela le choix décisif de se jeter dans les bras de Lancelot. Cela renforcerait encore plus la chanson géniale où Lancelot et Guenièvre essaient de se séparer mais échouent et finissent par se jurer un amour éternel. Puisque nous aimer au grand jour, aux yeux de tous sans détour, est impensable, être impassible, est impossible. Imaginez le punch dans les sentiments si on avait vu Arthur la négliger, revenir vers elle, elle admettre qu'elle était en train de faire une erreur avec Lancelot, tenter de se séparer et échouer quand même, comme si c'était leur destin. C'est ça le bonheur et l'intérêt des tragédies traditionnelles, voir des personnages se débattre contre un destin contre lequel ils ne peuvent rien. C'est pour cette raison qu'on regarde et re-regarde des histoires tristes. C'est ce qui fait le sel de ce genre d'histoire. Regardez Orphée et Eurydice, 3000 ans qu'on raconte en boucle cette histoire, et pourquoi ? C'est parce que c'est ce qu'il y a de dévastateur et de plaisant avec les tragédies. Espérer jusqu'à la fin que les personnages qu'on aime s'en sortent tout en sachant malgré tout que c'est foutu. Et c'est pour ça que j'ai un tel problème avec la chanson finale. C'est une chanson très belle, mais en l'état, elle est hors sujet dans la comédie musicale. Arthur, qui se lamente de n'avoir su faire autrement pour satisfaire sa femme, n'a aucun impact quand on ne l'a rien vu faire au cours de la pièce avec sa femme. Aux dernières nouvelles, ils n'ont même pas couché ensemble, vu que la fois qu'on l'en a vu, c'était avec Morgane. Donc ils ont une chanson ensemble, et toutes les autres chansons de Guenièvre sont avec Lancelot. Et je dis bien toutes. Arthur n'est pas le protagoniste de cette histoire, il n'accomplit rien, ne fait rien pendant la pièce en ce qui concerne le cœur de l'histoire d'amour. Il n'est qu'un spectateur de son propre malheur, un pantin. Si je veux être digne de ma couronne. Vous remarquerez que cette chanson reprend exactement le même air que Auprès d'un autre. Mon Dieu fait qu'un jour je lui pardonne. Et qu'elle n'apparaît pas dans l'album. Elle ne dure également qu'une minute. Ce qui me laisse penser qu'ils ont écrit cette chanson sur le tard, pendant l'étape de la mise en scène, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'Arthur n'apportait aucune réponse à la chanson Délivre-nous, qui recentrait l'histoire sur l'aspect politique de la légende. Vois-tu pas sur nos visages l'effroi des guerriers saxons? Délivre-nous de ces guerres, entends notre prière. D'autant plus que la chanson dit littéralement « entends nos prières ». Et si Arthur ne fait rien derrière, on se retrouve avec une chanson qui ne fait que dénoncer la passivité de notre héros, ce qui n'est pas très bon pour ce qui est de la caractérisation de notre personnage principal, qui est censé être bon, juste et intègre. Donc ils avaient absolument besoin d'une chanson pour parler de ça, sauf que c'était un petit peu tard pour reconvoquer toute l'équipe d'écriture, donc qu'est-ce qu'on fait ? On reprend Auprès d'un autre parce que techniquement en termes de sens ça fonctionne à peu près, et on en fait une chanson pour annoncer l'ouverture de la table ronde. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais je n'ai aucune source là-dessus, donc je peux tout à fait me tromper. Et c'est là une transition toute trouvée pour enfin répondre à la question centrale de cette vidéo que j'ai posée en introduction, de qui raconte-t-on l'histoire dans cette comédie musicale ? Vous avez dû vous en rendre compte pendant le résumé, s'il s'agit de l'histoire du roi Arthur et de la façon dont il a vécu l'adultère célèbre dont il a été victime, c'est raté. Il est pratiquement absent de l'acte 2 et on ne l'a jamais vu grandir. On nous dit qu'il grandit, on nous dit qu'il a affronté ses démons, qu'il a vaincu ses peurs, mais on ne le voit jamais. C'est un homme profondément bon, qui a été trahi et abusé, et qui continue malgré tout à essayer de se blâmer. Mais Léagan a beaucoup trop d'importance au niveau musical, qui n'est pas mérité au regard de son importance dans l'histoire. C'est pour moi une erreur fondamentale de storytelling que de confier la première chanson de la pièce à ce personnage très secondaire.
Cela lui donne une importance qu'il ne devrait pas avoir à un moment où on ne connaît toujours pas l'identité musicale du personnage principal. Merlin se retrouve réduit au rôle de Mr. Exposition, tandis que Méléagant, au rôle bien moins central, enchaîne les solos. C'est dommage parce que David Alexis fait péter les points de charisme, c'est un excellent chanteur. Que peut la raison, mais que peut la bravoure? Je suis impuissant face aux forces de l'amour. Et il sait alterner parfaitement entre le sérieux de son rôle et ses interludes comiques avec Kay. Sénéchal, ça t'ira bien. Oh. Et ça sert à quoi un sénéchal? Ça sert à rien. C'est comme un ministre. Oh, enfin, est-ce que c'est bien payé? Eh bien, comme un ministre. Tout ce qui se passe du côté de Guenièvre et de Lancelot est très bien mené et développé, mais l'amour qui l'unit elle à Arthur est bien trop mal établi. Ils n'ont qu'une chanson, puis quand elle arrive à Camelot, on comprend qu'elle est très jeune et immature, et ce n'est pas tant Arthur qu'elle désire que l'idée d'être amoureuse. Mais Arthur n'a pas le loisir de s'en rendre compte par lui-même. Morgane intervient trop vite, le reste des personnages s'entremêlent trop vite pour qu'Arthur ait le temps de faire des erreurs par lui-même. Je voudrais qu'on s'attarde maintenant sur la répartition des chansons de l'album, qui sont les chansons apparaissant dans la comédie musicale. Sur ce premier document, on observe que Arthur, Florent Mott, a 2 solos. Encore une fois, le serment n'apparaît pas dans l'album, donc dans la comédie musicale, il en a techniquement 2,5. 3 duos. Un avec Merlin où il se demande qui il est, et c'est Merlin qui lui donne les réponses. Puis un avec Guenièvre où ils tombent amoureux et prétendent lire leur bonheur futur dans les étoiles. Le duo où il s'engueule avec Morgane, puis enfin le fameux trio de la fin de l'acte 1 où il s'adresse à Guenièvre et ignore le fait que Lancelot participe à la chanson. Morgane a elle 4 solos, ainsi que 2 duos, ce qui signifie qu'en termes de temps sur scène, Morgane est à égalité avec Arthur. Arthur n'est donc pas du tout plus important que Morgane. Observons maintenant ce qu'il se passe si on observe la pièce sous le filtre Guenièvre. En violet, ce sont les interludes musicaux et les chansons supprimées. En jaune, vous avez les chansons où chante Guenièvre, seule ou en duo. En orange, vous avez les chansons qui s'adressent à Guenièvre. Camilou chante 7 chansons, tandis que 5 lui sont adressées. Cela fait donc 12 chansons sur 20. Arthur n'est pas le personnage principal de la légende du roi Arthur. Le protagoniste, c'est Guenièvre. Un titre beaucoup trop long que j'abrégerai dorénavant en Guenièvre parce que flûte, pouvoir aux femmes. Non, en vrai, la légende du roi Arthur. J'ai pas fait la blague au début gratuitement. Je suis sincèrement persuadée que je ne ferais pas cette vidéo chargée de reproches si la pièce était appelée La légende de Guenièvre. L'histoire est centrée autour d'elle. Méléagant est son ennemi à elle autant qu'il est l'ennemi d'Arthur, d'où le fait que sa vengeance à lui tourne autour d'elle. Évidemment, elle est au centre du triangle amoureux entre Arthur et Lancelot, triangle amoureux qui est explicitement le cœur de la pièce d'après le titre. Et cela rend le personnage de Morgane très problématique. Sa vengeance à elle est centrée autour d'Arthur et est dans les faits accomplie pendant l'acte 1. Elle est enceinte de Mordred, elle a fait payer l'engeance de l'homme qui a détruit sa vie, Uther Pendragon. Le problème étant que le viol qu'elle commet sur Arthur n'a strictement aucun impact sur le reste de l'histoire. Je veux prendre le temps maintenant de parler très sérieusement de cet élément du scénario. Je ne pense pas que les auteurs de la pièce aient à un seul moment mesuré ce qu'ils mettaient en scène ici et l'aient jamais consciemment formulé comme étant un viol. Simplement parce que c'est un homme qui en est victime et que ce qu'il se passe ne correspond à aucune définition légale du terme. Mais Arthur n'a pas consenti à coucher avec Morgane. C'est donc un viol par définition. C'est extrêmement regrettable que ce sujet ne soit pas traité avec la gravité qu'il mériterait, mais ce qui est surtout choquant, c'est que ce viol n'a strictement aucun impact sur l'histoire principale. Morgane n'est pas enceinte sur scène, et l'enfant ne naît jamais, donc ça ne permet même pas d'avoir un espèce de repère temporel, mais l'offense la plus grave est que Guenièvre ne l'apprend jamais. Elle n'a donc aucune conversation à ce sujet avec Arthur, et ce n'est donc même pas à l'origine d'un malentendu qui la pousserait dans les bras d'un autre homme. Elle en sait rien. Arthur, le personnage théoriquement principal, n'en souffre aucune conséquence, notamment psychologique, et les autres personnages traitent sa colère pourtant très justifiée comme une chose superficielle. Je la brûlerai sur le bûcher.
Je ne veux pas combattre un fils que je n'ai pas voulu. Ne tombe pas dans son piège. Ne rajoute pas la souffrance à la souffrance. Ton vrai combat, c'est celui contre la douleur de ton peuple. Ton peuple qui lutte et qui meurt jour après jour contre les Saxons. Le fait qu'il essaie de frapper Morgane, veuille la faire tuer, etc., serait justifié selon moi si l'on prenait en compte son traumatisme. Cette rage pourrait être à l'origine du déraillement de sa vie. Guenièvre le verrait frapper une femme, se souviendrait alors de sa relation dysfonctionnelle avec son ex Méléagant, et par peur que son futur mari soit abusif, se jetterait alors dans les bras de l'homme au cœur pur, Lancelot. Ses doutes quant au mariage avec Arthur seraient totalement justifiés, on traiterait les aspects colériques d'Arthur à sa juste valeur, et la colère en retour de Morgane et son inflexibilité pourraient alors être justifiées. Surtout, cela permettrait aux spectateurs de trouver des échos de leur propre vie dans cette histoire. La chanson auprès d'un autre serait alors également enfin pertinente. Elle serait horrible, mais pertinente. On l'aurait vu maltraiter Morgane en réponse à l'abus dont il a été victime, négliger Guenièvre au profit de son rôle de roi et se rendre compte que la tromperie est en partie sa faute, parce que ce n'est pas comme ça qu'on traite les femmes. Alors, juste pour être tout à fait clair, l'abus mutuel, l'idée que quand il y en a un qui est abusif, l'autre le devient aussi, dans les faits ils s'abusent tous les deux, ça n'existe pas. Les abuseurs se servent des réponses violentes de leurs victimes pour justifier leur propre violence, mais ça n'enlève rien au fait que les victimes font ce qu'elles peuvent pour sortir d'un cercle de violence. Ici, les accès de colère d'Arthur sont justifiés par son statut de victime, et je ne veux donc pas le mettre du tout au même niveau que ce que Morgane lui a fait. Mon problème, c'est que dans la pièce et qu'elle existe, le fait qu'Arthur veuille frapper une femme est présenté comme une chose normale, rien de choquant là-dedans, alors que si, ça l'est en soi. Le rôle de Morgane aurait dû être très largement réduit à cette portion congrue. Présenter le passé tragique d'Arthur, et d'ailleurs il était totalement inutile d'exposer cette histoire en introduction avec le père des Celtes, étant donné que la chanson à l'enfant le fait déjà très bien. S'il le fallait absolument mettre en scène le viol, Arthur et Morgane s'engueulent à ce moment-là, Guenièvre les surprend, prend peur, et le rôle de Morgane n'est alors plus que d'accompagner Méléagant dans sa revanche personnelle. Le problème, je pense, c'est que l'équipe d'écriture a adoré le travail de Zhao sur les chansons, puis une fois qu'elle a été confirmée dans le rôle de Morgane, c'était trop gênant de réduire son rôle et de couper ses chansons. Donc ils ont gardé ces chansons intactes, alors même que cela dessert la pièce et prend du temps sur scène à l'histoire vraiment importante. Concernant les acteurs, ça va du meilleur, Zhao. C'est pour toi que je m'inquiète, petit frère. Regarde à leurs doigts. David Alexis. Je lève le vent et l'orage, je soulève des montagnes, mais comme personne ne me demande rien. Camille Lou. Vous feriez tort à un honnête homme. Au pire. Hélas, non. Ce sont tous d'excellents chanteurs, notamment l'interprète de Méléagant. Mais, et il le dit lui-même, ce ne sont pas des comédiens. Florent Mott peine à me convaincre dans le rôle principal. Lancelot. Guenièvre. Non. Alors que je l'ai sincèrement adoré dans Mozart l'opéra rock. Et puis il y a Charlie Boisseau. Comme je le disais plus haut, la France n'aime pas les comédies musicales. Et donc à la différence des autres pays, nous ne disposons pas de comédiens formés sur toutes les facettes nécessaires. Le chant, la danse et la comédie. Comme l'important c'est la chanson, qui va passer à la radio, ils trouvent des chanteurs talentueux, et ça on ne peut pas leur enlever, ils sont tous vraiment excellents, d'ailleurs la plupart sortent de The Voice, et les forment rapidement à la danse et à la comédie, mais ça ne suffit pas toujours. Madame, je serai votre chevalier pour la vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai fait autant de jeux de mots nuls sur Lancelot ? Bon, déjà parce que ça me fait rire, mais surtout, j'ai vraiment du mal avec le comédien. Je le trouve pas du tout charismatique, et j'ai commencé les jeux de mots à l'écriture parce que son nom de famille Boisseau est beaucoup trop adapté à son jeu digne d'une planche de bois. Je sais, c'est méchant, mais c'est vrai. À savoir qu'il n'était pas censé avoir le rôle à la base, ça aurait dû être lui, David Carreira, mais sa carrière venait de décoller au Portugal et il n'a finalement pas pu se libérer pour la tournée. Souvenir me poursuit, tu es tantôt te mêler. Peut-être que dans une réalité alternative, je suis raide dingue amoureuse de Lancelot dans cette comédie musicale. Nous ne le saurons jamais. La légende du roi Arthur est une comédie musicale que j'ai envie d'aimer. La mise en scène est grandiose, vraiment
grandiose, les moyens sont là, on les voit, c'est vraiment beau. Les chansons sont engageantes et l'histoire a tout pour plaire, raconter la légende du roi Arthur sous l'angle particulier de l'histoire d'amour malheureux. Cependant, beaucoup de choses font que ça ne prend pas avec moi. Des performances un peu trop plates d'un côté, mais surtout des chansons trop passe-partout qui manquent de contexte et d'envie de réellement raconter cette histoire en particulier. Mes chansons préférées sont celles qui sont le plus ancrées dans la pièce au final. Les chansons d'exposition de Merlin et de Morgane, et Délivre-nous, la chanson de l'homme du peuple, et les duos entre Guenièvre et Lancelot qui sont vraiment bien et racontent bien l'histoire qu'ils souhaitent raconter. En fait, la pièce est trop décousue. Elle avait pourtant un thème fort et bien déployé dans les chansons, celui de la promesse. Méléagant est un homme à qui l'on fait des promesses et aucune n'est tenue, ce qui le rend fou. Arthur promet à son peuple de lui donner sa vie et fait de même à sa femme, attendant la même chose en retour. Lancelot promet amour et fidélité à son roi, mais c'est finalement avec la femme du dit roi qu'il trahira toutes ses promesses. Morgane s'est jurée de faire payer Arthur et elle s'enferme dans ses promesses, même quand elle devrait réaliser que tout cela est vain, qu'Arthur est un homme droit et juste, très différent de son violeur de père. Et Merlin a juré au père d'Écelle de corriger ses erreurs. Bref, les chansons exploitent bien ce thème de la promesse, mais il n'est pas du tout assez mis en avant par l'histoire telle qu'elle est racontée. Et surtout, une bonne résolution de cette histoire aurait été de connaître les conséquences de chacune de ces promesses brisées. Une seule ne suffit pas. La pièce a été un échec relatif par rapport aux performances des autres comédies musicales de Dovazia et je pense que cela est dû à 2 facteurs. Premièrement, la pièce manque d'écriture. Je ne sais pas comment fonctionne Dovazia en équipe d'écriture, quelle liberté il laisse aux autres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est crédité partout. Au livret, au dialogue, aux chansons et à la musique, donc il est censé avoir une idée très claire de ce qui se passe à chaque étape d'écriture. Mais les chansons donnent cependant l'impression d'avoir été écrites en totale indépendance les unes des autres, avec des indications très vagues, et qui les a conservées telles quelles, puis a tenté de les intégrer un peu au chausse-pied dans une histoire à peu près cohérente. Autant dire que le résultat est un gloubi-boulga très peu efficace, très peu sincère, comme il le dit lui-même dans cette interview à Télé 7 jours. Le deuxième facteur qui a mené au réel échec de la pièce selon moi, c'est que son modèle marketing s'est effondré sous l'essor des plateformes de streaming. Faire tourner les chansons en boucle à la radio, faire passer sans cesse des clips à la télé, n'a aucun impact quand plus personne n'écoute la radio et ne regarde la télé. Il le dit lui-même dans une interview donnée à Télé 7 jours. De toute façon, quand les gens dépensent aujourd'hui, ils ne veulent pas se planter. Ils ne se laissent plus abuser par un morceau qui tourne en radio, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le bouche à oreille qui fait tout. Les réseaux sociaux ont tout changé, le marketing ne fait plus un succès. Ce n'est pas pour rien, selon moi, s'il n'a plus rien produit depuis cette comédie musicale. Il avait besoin de trouver une nouvelle façon de marketer des pièces, une façon sûre de lui garantir le succès. Attendez. Oh, il a sorti en 2023 une nouvelle pièce. C'est donc avec joie que nous le retrouverons cette année en tournée dans toute la France avec Molière l'opéra urbain. Bah alors, Dovazia, pourquoi tu fais plus d'opéra rock ? Tu t'es rendu compte que c'était un peu trop ringard ? Mais attends, je le connais ce visuel. Mais on est d'accord que c'est la même chose ? Ah d'accord, pardon, excusez-moi. Dans l'article, il a dit que la référence à Hamilton est parfaitement assumée. La boucle est bouclée. Quand je vous disais qu'Hamilton était une comédie musicale intéressante, Dovazia visiblement d'accord avec nous. Donc, il faudra qu'on découvre ça tous ensemble, c'est incroyable. Si vous souhaitez passer plus de temps en compagnie du meilleur personnage de la pièce, je vous invite vivement à lire la BD Morgane de Stéphane Ferd et Simon Kansara, une relecture féministe de la légende du roi Arthur, la vraie légende, pas la comédie musicale, qui a pour mérite de remettre beaucoup de choses en perspective. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'ai hâte de vous lire en commentaire et savoir ce que vous aimez dans cette comédie musicale et ce que vous détestez. Dites-moi si je suis passée à côté de certaines choses et éventuellement de quelle pièce vous voudriez que je parle dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me faire découvrir des choses, je ne connais pas tout. Je vous dis portez-vous bien et souvenez-vous,